Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Guinée-Bissau, la crise perdure au sommet de l'exécutif. Le président José Mario Vaz a promis de s'adresser à la nation après une rencontre avec le Conseil d'État, un organe de consultation rattaché à son cabinet. Nous nous intéresserons également à la situation politique en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Triomphon Kinké Malumba, ministre congolais chargé des relations avec le Parlement et président de l'association Kabila Désir. Et le Nigeria suspend le gel du programme d'amnistie au delta du Niger. L'initiative vise à indemniser les populations qui vivent sur les territoires regorgeants d'or noir du sud du Nigeria. Un déblocage de la situation au moment où la tension commençait à monter. Mais avant de développer ces titres, sachez qu'en République du Congo, le président congolais Denis Sassou Nguesso a procédé à un remaniement. La nouvelle équipe gouvernementale, qui n'a pas de ministre délégué, compte 35 membres contre 37 dans la précédente. 2 ministres ont été limogés ce lundi. La ministre du Commerce et des Approvisionnements, Claudine Mounari, et celui de la fonction publique et de la réforme de l'État, Guy Brice Parfait-Colélas, ont été remerciés. Parmi les autres changements notoires, 2 personnalités font leur entrée au gouvernement. Eloge Landry Colélas, qui hérite du ministère du Commerce et des Approvisionnements, et Jean-Marc Tister Tikaya, nommé aux hydrocarbures. Gilbert Mokoki, un général jusqu'à la ministre déléguée au transport, devient pour sa part ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Tension politique du côté de la Guinée-Bissau. Le chef de l'État, José Mario Vaz, s'est entretenu à ce sujet ce dimanche au Sénégal avec ses homologues sénégalais Macky Sall et guinéen Alpha Condé. À l'origine de ces tensions, la volonté du président de dissoudre le gouvernement de Domingos Simoes Pereira. Le feu tout de suite avec Ibrahim Ndiaye. Va-t-on vers une sortie de crise en Guinée-Bissau? Depuis plusieurs semaines, les relations entre le chef de l'État, José Mario Vaz, et son premier ministre, Domingos Simoes Pereira, se seraient dégradées. Le président de la République avait décidé de dissoudre le gouvernement. De retour à Dakar, il semble vouloir apaiser la situation. J'étais en pleine réunion du Conseil d'État quand mon ami et frère, le président Macky Sall et le président Alpha Condé, m'ont dit qu'ils souhaitaient échanger avec moi des idées à propos de la situation dans la sous-région, spécialement à propos de la Guinée-Bissau. Nous avons eu 2 réunions. Je ferai un message à la nation sous peu de temps à ce sujet. Pour le président du Parti républicain de l'indépendance pour le développement, Antonio Afonso Té, la dissolution du gouvernement aurait de lourdes conséquences. Ce ne serait pas une bonne chose, parce que nous sommes en train de travailler dans le sens de sortir de la crise définitivement. Normalement, le président a toutes les conditions pour faire démissionner le Premier ministre, c'est vrai, d'après la Constitution. Mais ça devrait être fait dans le cadre d'une crise politique difficile de outrepasser. Et c'est pour cela que pour nous, ce ne serait pas une bonne chose la démission du gouvernement, mais au moins un remaniement profond pour qu'on reste dans le moyen terme, c'est-à-dire au milieu, donc dans un point d'équilibre, pour éviter que cette crise institutionnelle aille plus loin que ce que serait souhaitable pour la stabilité du pays. À son retour de voyage à Dakar, le chef de l'État, José Mario Vaz, ainsi que son chef du gouvernement, Domingos Simoes Pereira, ont affiché ensemble plusieurs signes d'apaisement, une preuve que les 2 hommes souhaitent éviter au pays un imbroglio politique. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, la session extraordinaire du Sénat qui devait se tenir à partir de ce lundi 10 août a été reportée à ce mardi. Au cœur des discussions, la loi controversée sur la répartition des sièges pour les élections locales et provinciales. Un texte déjà rejeté par l'Assemblée nationale à la fin de la session ordinaire avant d'être voté. Le Sénat, lui, juge la loi incohérente. L'opposition parle d'un acte anticonstitutionnel. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Triomphon Kinké Malumba, ministre congolais chargé des relations avec le Parlement et président de l'association Kabila Désir. Il est également l'auteur fin juin de l'appel de Massimba Nimba, un plaidoyer pour le maintien du président Joseph Kabila au pouvoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Mulumba. Bonjour madame.
Dites-nous, l'ouverture de la session extraordinaire du Sénat initialement prévue ce lundi a été reportée à ce mardi. Les élus devaient se pencher sur la loi concernant la répartition des sièges pour les élections locales et provinciales. Quels sont finalement les points de blocage selon vous? Pourquoi cette loi est-elle tant controversée et décriée? Écoutez, c'est vous qui m'annoncez qu'elle est controversée et décriée. Moi, j'ai quitté Kinshasa hier soir et je suis arrivé à Paris ce matin. Selon les informations que j'ai, c'est que le Sénat, qui n'avait pas, il y a une semaine environ, siégé avec tous les élus, a pu finalement aujourd'hui siéger avec 77 élus et la loi, le projet de loi a été adopté à l'unanimité des élus présents. Donc pour vous, il n'y a aucune controverse autour de la répartition des sièges en République démocratique du Congo? Ce projet de loi a été voté à l'unanimité, je dirais, à la Chambre basse. Et j'étais là avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Nous sommes allés à la Chambre haute où le vice-premier ministre a présenté ce projet de loi. Une partie de l'opposition décrit et boycotte même les sessions extraordinaires et ordinaires. Pour vous, il n'y a pas un léger décalage avec ce que vous préconisez? Madame, ce n'est pas ça la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être pour et des gens qui peuvent être contre, mais il y a une majorité qui s'exprime. Donc voilà, je vous dis, au niveau de la Chambre basse, la majorité s'est exprimée. Et au niveau de la Chambre haute aussi, la majorité s'est exprimée. Et il n'y a plus de débat. Et vous êtes l'un des fervents défenseurs d'un troisième mandat pour le président Joseph Kabila. Vous plaidez pour une modification constitutionnelle pour un troisième mandat. Donc, vous souhaitez même l'instauration d'un scrutin indirect pour l'élection du président. Pourquoi vouloir modifier le système électoral? Ah non, nous disons ceci, que le Congo a envie de Kabila. Parce que le Congo a envie de la paix. Le Congo a envie... Donc sans Kabila, il n'y a plus de paix en République démocratique du Congo? Le Congo a envie de la stabilité. Et la stabilité, c'est Kabila qui la porte aujourd'hui. Le Congo veut construire sa prospérité. Et aujourd'hui, cette prospérité en construction est entamée justement avec Kabila. Monsieur Mulumba, vous avez pas dit, est-ce que Monsieur Joseph Kabila est l'instigateur de la paix en République démocratique du Congo? Est-ce que sans lui, il n'y a plus de paix en République démocratique du Congo? Ce que je suis en train de dire, c'est que nous, à Kabila Désir, nous disons, madame, c'est que nous sommes un pays qui est un pays immense. Immense, un sous-continent qui a connu des guerres qui ne sont pas derrière nous, mais qui sont devant nous. Et donc, le plus important pour nous, c'est la paix, la stabilité et la prospérité. Encore une fois, il n'y a que le président qui peut maintenir cette paix, selon vous. Nous disons simplement ceci, connaissant l'histoire de notre pays. Et c'est ça, justement, vous avez parlé de l'appel de Massi Maniba. L'histoire de notre pays est la suivante. C'est que nous n'avons pas un stock de compétences comme peuvent avoir d'autres pays. Et je dis bien, quand je parle de stock de compétences, c'est des personnalités qui sont reconnues, qui sont acceptées. C'est ça. Le président Joseph Kabila n'est pas le seul Congolais à pouvoir diriger ce pays. Est-ce qu'un président à vie sans limite de mandat est une solution pour l'avenir et une paix durable dont vous parlez en République démocratique du Congo? Madame, un 17 janvier 2011, lorsque le père Kabila a été assassiné, eh bien, on a été chercher un jeune qui avait 29 ans. Le Congo régorgeait toujours des docteurs en droit, régorgeait toujours des docteurs en sciences politiques, régorgeait toujours d'officiers qui avaient fait Saint-Cyr. On a été chercher un homme qui représentait le consensus. Et si je remonte encore dans l'histoire de notre pays, eh bien, ça a été comme ça avec Mobutu. Donc, je dis, il y a des personnalités d'exception qui ne sont pas forcément des docteurs en sciences politiques. Autre que le président Joseph Kabila, peut-être. Nous disons à Kabila Désir qu'aujourd'hui, Kabila est l'homme justement qui représente la paix, la stabilité et la prospérité dans ce pays-là. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Trifon Kinké Mulumba. Je rappelle que vous êtes donc ministre congolais, chargé des relations avec le Parlement et président de l'association Kabila Désir. Je vous en prie, madame.
Au Niger, le calendrier électoral n'est pas du goût de l'opposition. Pour elle, il n'y a pas eu de consensus autour de ce chronogramme. L'opposition émet également des doutes sur le recensement électoral et récuse la Cour constitutionnelle. Les précisions de Lise Elsi à Kizimana. L'opposition rejette le chronogramme présenté par la Commission électorale nationale indépendante au Niger. C'est à travers une déclaration publique que la coalition des partis d'opposition s'est exprimée dimanche 9 août. Elle dénonce le calendrier prévisionnel des futures élections présidentielles, législatives et locales de 2016 proposées par la CENI. Et pour cause, il n'y aurait pas eu de consensus. Si tant est qu'on veuille avoir des élections qui soient libres, transparentes, honnêtes, la base doit être claire. Deuxièmement, il y a la CENI. Nous nous retrouvons avec une CENI qui a peut-être perdu le I parce qu'elle ne semble pas si indépendante que cela. Dans cette déclaration, l'opposition récuse aussi la Cour constitutionnelle. Elle souhaite également que les élections locales se déroulent avant les présidentielles. Au Niger, habituellement, c'est les élections locales avant les présidentielles. Là, la CENI a inversé le calendrier, sans doute pour faire face, selon certaines sources, à des considérations financières. L'enjeu le plus important pour la CENI qui est en charge de l'organisation des élections, c'est les présidentielles et les législatives, ensuite le local. Mais l'opposition pense que l'organisation de local va permettre d'avoir un indicateur sur le poids de chaque parti. À partir de là, on pourrait voir le poids de chaque formation politique et ça peut refléter la sincérité ou non des élections législatives et présidentielles. Selon le calendrier proposé par la CENI, le premier tour de l'élection présidentielle couplée aux législatives est prévu le 21 février 2016, le second tour au 20 mars, tandis que les élections locales ont été programmées pour le 9 mai 2016. Suspension du gel du programme d'amnistie au delta du Niger. Les populations qui vivent sur les territoires du sud du Nigeria seront indemnisées. Les explications d'Alion Guindo et Graziella Atchakunte. Pour les concernés, c'est un soulagement. Le gel du programme d'amnistie au delta du Niger a été suspendu au Nigeria. Une décision du gouvernement qui arrive à point nommé, car chez les combattants du MEND, mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, la tension commençait à monter. La suspension, si vous voulez, du dégel par le président Buhari est une action qui vise à stabiliser les choses sur la scène nigériane. Ce dégel-là va occasionner une reprise du dialogue et assainir les choses à ce niveau-là, dans la mesure où nous savons que le mouvement du delta du Niger a énormément perturbé la production pétrolière dans un État comme le Nigeria. Et quand nous savons que la stratégie qui a été mise en place était une stratégie d'harcèlement, si vous voulez, par le MEND, qui consistait, comment dirais-je, aux enlèvements, à pouvoir déstabiliser les compagnies pétrolières, tout simplement pourquoi ? Parce que ces populations-là demandaient leur dû. En perpétuant l'accord scellé entre le MEND et la République fédérale du Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'évite donc un nouveau foyer de tension. En effet, c'est en échange d'une rente mensuelle de 300 € que les combattants du mouvement qui ont mené une lutte acharnée contre les compagnies pétrolières pour de meilleures répartitions des richesses avaient accepté de rendre les armes. Donc il est relativement nécessaire pour le président Buhari, afin de stabiliser les choses et d'éviter en sorte que cette partie du Nigeria-là ne soit encore en proie, si vous voulez, à la déstabilisation, puisque vous avez le problème Boko Haram qui préoccupe énormément tous les États de la région et en premier lieu le Nigeria, qui est la source. Donc, à partir de là, le président Buhari est en train de couper l'herbe sous le pied, éventuellement, des leaders du monde. S'ils avaient une stratégie éventuellement de déstabilisation, il y a un désamorçage qui se fait par le biais de ce que le président Buhari a mis en place. Même si le président Buhari n'est pas de la région, il ne peut pas se permettre une seconde crise au Nigeria, dans la mesure où le Nigeria est déjà en proie avec la menace de Boko Haram, qui menace d'ailleurs toute la région. Je pense que le président Buhari est suffisamment prudent et pragmatique pour ne pas remettre en cause, si vous voulez,
les accords qui avaient été mis en place. À noter que la reprise des paiements intervient au moment où le Nigeria relance 4 de ses raffineries, dont 3 dans le Delta. Un déblocage qui devrait donc neutraliser toute poussée de fièvre dans le triangle du pétrole nigérian. C'est du moins ce qu'espèrent les autorités. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.